s'organise et dans les process, si vous serez les marques de demain, vous n'allez pas vous transformer en Danone, pitié, ne faites pas ça, mais vous n'allez pas vous transformer en Danone le jour où, quand on prend Instagram, ils sont passés de 19 à 26, ils sont passés de 19 à 150 marketeurs. Ce qui est intéressant, c'est que vous deveniez ces marques en gardant l'état d'esprit qui est le vôtre, de la vitesse et de l'innovation, et que nous, du coup, on puisse développer l'agence du futur qui correspond aux marques du futur que vous faites. Donc nous, ça nous permet d'explorer des process de travail différents, des objets publicitaires différents. On apprend à faire des applications, on apprend à faire des plateformes sociales, on apprend à faire tout un tas de choses, même si on sait déjà faire et qu'on a les ressources en interne, mais à les faire avec vous, au moins on se comprend quand on se parle, donc ça va plus vite, vous n'avez pas peur. Et aussi, d'un point de vue business model, comme vous n'avez pas une ligne dans votre poche, dans votre porte-monnaie, une ligne dédiée au marketing à 22 millions d'euros, par exemple, la masse, on apprend à trouver des modalités prototypaires entre vous et nous, de business community différents pour nous, pour voir comment on peut travailler ensemble, en bonne et due forme et avec le respect entre guillemets de la valeur de ce que peut vous apporter l'agence et trouver des partnerships business un peu différents de ce qu'on peut faire aujourd'hui. En bref, ça ressemble vraiment à ce qu'était Mad Men et John Draper dans les années 60. Ce qu'on peut encore trouver aux États-Unis dans les agences américaines, c'est comment on peut redevenir un vrai partenaire business de nos clients, parce que vous êtes des entrepreneurs et que quand on vous dit qu'il faut faire ça, vous pouvez appuyer sur le bouton, il y a une histoire, une relation de confiance qui se crée, et puis c'est ce qu'on est en train d'explorer. Donc tout est relativement prototypaire, c'est-à-dire qu'il y a un process quand même qu'on a mis en place. Il y a une sélection d'agences qui nous permet de garder la qualité d'impact et de process pour vous. Et après, on adapte en fonction de votre business model, de votre équipe, de vos enjeux. À chaque fois, on voit comment on peut fabriquer quelque chose qui peut correspondre à vos questions à vous. Branding et storytelling, c'est des mots un peu bizarres, mais globalement, c'est toute la couche, on va dire, émotionnelle et stratégique et affective qu'on met autour d'une idée pure qui est un produit pour que ça accélère en fait l'entrée dans la vie des gens et que vous apparaissiez comme comment je peux faire pour vivre sans ces gens-là, je ne pourrais jamais faire autrement dans cette compétition. L'équipe ça c'est l'équipe permanente du BTC, c'est l'équipe permanente du BTC Startup Lab qui va se présenter et aujourd'hui on voulait juste parler avec vous de cette question-là parce que on s'est rendu compte que il y en a qui sont sensibles et d'autres pas du tout. Après, vous allez voir à la fin de la session que les 3-4 questions de maillotique que vous pouvez poser sur c'est quoi une marque, vraiment se dire à quoi je sers dans la vie des gens, et pas juste comment mon produit est trop super, et de vouloir absolument raconter que il est trop super, parce qu'en fait, la plupart des gens, ils s'en foutent, ils veulent juste savoir à quoi ça sert, et pas tout ce que vous avez fait derrière. Il ne faut pas faire ça, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'écoute. Donc, ce travail-là, on pourra faire une session de questions-réponses sur vos startups et voir si, assez rapidement déjà, l'exercice de ces questions-là, ça vous fait être constructif. Et, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aujourd'hui, si pour vous dire sur qui avec qui on a travaillé, on a fait une première session de cette startup-là qui était en mode vraiment exploratoire et sans objectif R&D business pour l'agence, dans laquelle il y avait Chocolat, Spotify qu'on a consolidé en France, My Little Paris, Spécial Collective. Et ensuite, là, sur la session, en fait, on a des sessions automne, enfin, des sessions de type mode. Donc, pour la session, on va dire printemps, hiver-printemps, on a travaillé avec Restopolitan, Job à proximité. On a lancé la deuxième plateforme de Qu'est-ce qui se banque qui s'appelle Hello Merci. Et on a travaillé pour Stupid. Et non, OneFit, c'est OneFit, donc on les a aidés à redesigner leurs produits avant qu'ils repartent aux États-Unis. Là, on fait une session pour le printemps-été, avec qui on va travailler avec Jolly Cloud, Bistri, Feedbooks, Shoptimis, qui est un comparateur de panier de ménagères, si je puis dire, et Singulati, qui est le cycle 0. Donc, les sélections qu'on fait de start-up, puisqu'on veut garder, comme si on devient dans un process industriel, ça va dégrader la valeur et l'impact, mais on ne peut pas faire ça, parce que c'est mentir, puis on peut dire que vous aurez le meilleur et le meilleur impact. Donc, on en prend en général 4-5 par trimestre. Les sélections qu'on fait, c'est une rencontre humaine, parce que comme on ne dit pas beaucoup et qu'on est dans les pièces, on a intérêt à comprendre, se parler, se faire confiance et être d'accord, travailler ensemble.
On a aussi des critères de levée de fonds pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'est pas du tout. La plupart des agences en fait interviennent au stade de l'incubation. Et l'incubation, en fait, pour nous, c'est pas notre domaine. On peut passer des storytellers en ligne, on vous laisse fabriquer votre produit, chercher. C'est pas notre domaine, et on préfère en fait intervenir quand on est en phase d'accélération. Le produit est déjà sorti du boîte, vous avez des retours. Et la levée de fonds est un signe aussi pour dire que vous êtes prêt à accélérer. Vous avez des investisseurs qui vous demandent aussi des objectifs. Et du coup, nous, on peut travailler sur des objectifs précis avec des feedbacks users qui nous permettent de mieux travailler de façon plus honnête sur des insights quand les gens ont déjà utilisé notre produit. Donc ça, c'est la partie ticket, on va dire. En général, on prend des startups qui ont vu au moins 500 000 euros. Ensuite, on cherche des gens qui sont comme nous, obsédés par l'innovation, donc servicielle, sociale, technologique, B2B, bref, des gens qui ont vraiment envie de changer des choses. C'est un truc qu'on entend beaucoup aux États-Unis, c'est de changer le monde. Les publicitaires, c'est pas des gens spécifiques, en fait, ils ont toujours un peu cette idée-là, quoi, de changer les choses, et on essaie de changer les choses, par exemple. Et enfin, je crois que c'est tout, le dernier critère. T'es prêt? T'es actif? On a deux phrases importantes qu'on dit en général quand on se rencontre la première fois, mais c'est pour vous dire dans quel état d'esprit. Il y a quelque chose d'un peu politique chez VTC pour avoir développé ça. C'est qu'on pense qu'on utilise cette citation de Gramsci qui dit qui dit on veut le lieu qui meurt, on ne laisse pas naître celui qui doit naître. Nous, on veut vous faire naître plus vite et plus fort, parce qu'on ne veut pas que vous fassiez bouffer par les gros, les oranges qui vous tombent dessus et qui détruisent l'essence éventuellement de cette idée d'entrepreneur et de la pureté qui a derrière. Donc notre idée, c'est plutôt de vous renforcer avec la marque, parce que si vous êtes très désiré par les gens, les gros, ils ont quand même ne peut pas vous décrire comme ça, si vous êtes tout le temps pas plus des enquêtes, en tout cas pour la significative. Et donc le claim, on va dire, ou la signature de Startup Lab, c'est l'équipe de Brand of Tomorrow, donc Grow, Stronger, Faster, Sooner, pour reprendre nos amis d'Afrique. Voilà, je vais laisser l'équipe se présenter. Bien l'équipe va vous présenter une présentation sur le Brand of Tomorrow, vous pouvez nous interrompre si vous voulez, et puis à la fin, on discute ensemble. Ouais, moi c'est Vianney et je suis trader à l'agence depuis 2 ans sur le budget Canal+, principalement. Moi c'est Antoine, c'est 4 ans que je suis à l'agence, on appelle un commercial. Et on est maintenant que je suis à l'agence. Et oui, je suis associé dans le C'est français. Français. c'est ça. Et moi, c'est Maria, je travaille depuis 4 ans et je suis pas depuis le début. Mais aussi sur ce média et sur le recrutement aussi, qui n'a rien à voir avec les startups. C'est ça qui est marrant de faire un cours en tout ça. Et notamment sur Webfit Rest. À la fin du process de travail que je vous propose de faire, il y a 2 grandes étapes. Il y a une étape stratégique, c'est-à-dire qu'on a un moyen qui dit qu'est-ce que vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez faire, et on regarde stratégiquement par rapport à ce que vous avez dit, je vais dire comme ça. C'est une grande étape de renoncement, c'est difficile, mais quand on parle à beaucoup de gens, on ne peut pas tout leur raconter, donc on essaie de trouver ce qui va être le plus essentiel pour peut-être la relation. Et en général, il se trouve que les start-upers continuent avec nous parce qu'ils disent vous êtes souvent soumis à des cibles différentes, enfin des audiences différentes, parce que quand vous parlez, par exemple, au VC, vous faites des levées de fonds, c'est pas le même discours que vous construisez sur votre propre produit que quand vous en parlez entre vous, que quand vous essayez d'en parler à l'extérieur. C'est un exercice purement stratégique de positionnement, et en général, on va jusqu'à des déploiements d'objets de storytelling, donc ça va des applis, des campagnes presse, des films, des plateformes web, ça prend toutes les formes que la vie peut nous offrir comme forme à prendre. Donc voilà. Pour se dire les choses très honnêtement, en commençant sur ces problématiques de start-up et de branding, on a l'impression que c'est 2 univers et même 2 termes qui s'associent assez mal. C'est une conception
conception un peu erronée de ce qu'est la marque et de la manière dont on peut s'en emparer quand on fait ça. D'un côté, on peut parfois négliger la marque en la réduisant à un logo et à un nom sur lequel on va réfléchir en gros 1 heure et on va filer à celui qui est bilingué pour le designer. Et de l'autre côté, il y a une conception un peu fantasmée de la marque, beaucoup plus grosse, beaucoup plus chère, donc on se sent un peu à l'écart et étranger. Et je rajouterais même, il y a un autre mot qui n'est pas du storytelling du branding, qui est le marketing. Le marketing, c'est l'organisation, si quelqu'un fait des écoles de commerce, moi non, j'ai appris à savoir ce genre de trucs, c'est la distribution, la communication, le marketing et tout ça. Et souvent, les startups, quand elles commencent à grossir, elles vont chercher un marketing, ce qui est très bien, on est content. C'est pas nécessairement, quand on parle, nous, on est vraiment dans la fabrication, on va dire, identitaire, émotionnelle, et le storytelling qui doit en général transparaître dans l'intégralité du produit, ça veut dire du UX en passant par la moindre prise de parole de l'entrepreneur, tout doit dire ça, quoi. Donc c'est des choses qui se glissent de façon plus pernicieuse et efficace dans n'importe quel point d'expression de votre produit en général. En gros, par rapport aux marques, nous, sur lesquelles on a l'habitude de bosser à l'agence, donc les gens qui a l'habitude et tout, c'est évidemment une marque qui est beaucoup plus coûteuse, donc c'est souvent ce qu'on associe aux marques. On a l'impression aussi qu'il y a une opposition presque structurelle entre l'univers des startups et l'univers des grandes marques telles qu'on les connaît, c'est-à-dire on dit marques, c'est pour les gros, etc. Il y a aussi presque une opposition culturelle entre la vitesse et la simplicité d'une startup et l'imaginaire, les discours d'escorte qui y sont associés, et parfois la dimension un peu bullshit et sophistiquée et souvent fausse presque du marketing côté des groupes. En fait, nous, l'impression qu'on a, c'est que quand on voit une startup, on a l'impression que la question de la marque, on la reporte souvent un peu à plus tard, ou alors on la met dans un coin et on fait ça très vite. Et ensuite, la vraie question de la marque, on la reporte à plus tard, quand on aura 1 million d'utilisateurs, quand on passera à l'international, quand on aura assez d'argent pour y investir du temps et des compétences, ou alors quand on aura des compétiteurs et qu'on va défendre autant de sociétés que c'est à eux, ou quand on se diversifiera. Et c'est vrai que quand on réduit la question de la marque à celle de la campagne publicitaire, par exemple, ce qu'on observe, c'est que la plupart des startups se sont comportées de manière classique comme les marques, tardivement et longtemps après leur lancement. Il a fallu par exemple à Facebook 8 ans pour faire son premier statement de marque classique, c'est-à-dire son premier sa première pub télé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, de toute façon on n'a pas de son, c'est un son de rose. On n'a pas le temps et puis elle n'est pas. Voilà, c'est les chaises de Facebook qui sont sorties il y a quelques mois. De la même manière pour Google, il a fallu 11 ans entre la création de la startup Google et le premier spot télé. Nous, notre conviction, c'est que la question de la marque, évidemment, elle dépasse de loin le simple nom et la question du logo, mais elle ne se réduit pas non plus à une campagne publicitaire, etc. Il y a des éléments de publicité. En fait, nous, ce qu'on pense, c'est que Google, en faisant son spot télé 11 ans après sa création, c'est un peu la cerise sur le gâteau qui la consacre comme une marque classique. Mais il s'est passé 1000 choses dans la vie de Google et dès le moment de la création qui ont constitué Google comme startup en tant que marque. La marque Google, elle s'est construite largement au-delà des écrans de télévision dès le moment de la création de la startup. Tous les éléments de langage à la bande de Google qui sont installés par ailleurs pour la publicité, le monde de la clé, le monde langage, aussi, même le Google Play, c'est un statement de marque. Le mythe des 20% qui n'existe nulle part en communication et en publicité, qui en fait dans les esprits de chacun construit Google en tant que marque, de la même manière des Google, même le lancement de Google.org, le mythe fondateur du garage, tout ça participe à faire de Google une marque au-delà d'une campagne publicitaire. Voilà, donc nous, notre conviction, et c'est pour ça qu'on a fait Startup Lab, dont on parle ce soir, c'est que le branding concerne une startup dès le moment de sa création. C'est ce qu'on va voir ensemble, en gros, prendre du monde, d'abord savoir concrètement qu'est-ce qu'on entend par branding en l'appliquant à l'échelle d'une startup, sans essayer de réduire la campagne publicitaire, et en quoi le branding contribue à la réussite d'une startup, et ensuite en finissant sur quelques conseils pour vous gagner au contexte de branding. Quand on parle de branding dans notre industrie, il y a des tas de mots compliqués qui peuvent apparaître. Je ne sais pas si vous les connaissez tous, mais on est un peu parfois les rois du
on invente plein de trucs pour établir les clients, les opportunités, storytelling, les activités de marque, les séries, télévision, etc. Et au quotidien, dans notre métier, on a un peu l'impression d'avoir un vertige et de finalement plus savoir trop ce qu'on se raconte. En fait, nous, on a une conception de la marque en ligne qui est toute simple, et c'est ce que Clarisse disait dans son introduction, c'est qu'une marque, c'est un raccourci entre une entreprise, un service et des gens. C'est la construction d'un discours et d'une surcouche émotionnelle qui permet aux gens de comprendre très rapidement à quoi on va servir, qui on est, et le rôle qu'on a dans la Pourquoi nous préférer parmi eux? Oui. Une marque, ça doit être en mesure de dire ces trois choses: qui je suis, à quoi elle le sert dans ta vie, et aussi il y a forcément un mode de relation qu'on va proposer entre son service et l'audience. Finalement, le branding, c'est ni plus ni moins que la construction de ce rapport à chaque étape de la création et du lancement du service. Je ne sais pas, Marie, si tu veux raconter les. Non, mais. Regarde les petits schémas, on a des super beaux schémas. Vous pouvez aller les revoir sur le site du Startup Lab. En fait, on a vraiment insisté sur la construction un peu schématique d'une startup et pour montrer en fait à chaque personne qui travaille à quel point le branding et la question de la marque est important à chaque étape. En fait, ça vous paraît simple comme ça parce que effectivement, au début, quand on va voir les startups, ils disent bah oui, ça va, on sait que les marques c'est important. Enfin, ça, c'est il y en a qui en fait disent tout de suite que c'est pas un sujet pour nous. Mais tout le monde dit bah oui, ça va, on va réfléchir à un nom, on va réfléchir à un logo et on va réfléchir à d'autres choses et on sait qu'une marque c'est important. Mais après, quand on commence à creuser et à leur poser des questions et à leur dire ah ouais, donc au moment où tu as crafté ton UX, tu as pensé à ça, au moment où tu as développé ton truc, tu as pensé à ça, ils se disent ah ouais, ouais, mais là comme ça, mais peut-être. Et même dans le cas des cas, parfois le logo et le nom est le produit d'un brainstorming rigolo. Donc on était tous autour d'une pièce, on s'est dit comment ça pourrait s'appeler, je ne sais pas si vous avez fait ça, hein, mais ça arrive meilleur, et on balance plein de mots et on se retrouve avec quelque chose qui ne fait pas sens, n'accélère pas la compréhension de votre produit, et vous vous retrouverez, comme c'est arrivé parfois pour certaines startups, de devoir changer de nom quand il y a de l'internationalisation, de devoir donner une lecture du nom avec des taglines et tout un tas d'éléments autour, alors que le nom lui-même, dans sa pensée et dans la façon dont il est né, s'il est briefé et qu'il est cadré sur ces trois éléments dont on a parlé, à quoi je sers et qui je suis, il peut déjà avoir une puissance en fait d'écoute et de compréhension beaucoup plus forte. Donc même l'étape même de comment je vais nommer ce produit-là, qui est souvent nommé par l'usage en général, mais déjà si on en reste là, souvent c'est une bonne chose. Nous, ça nous arrive de voir des startups qui n'ont rien fait, qui ont juste développé le produit et qui ont fait de la RDA en termes de storytelling, mais on est très content quand il y a de la RDA parce que ça veut dire qu'on va pouvoir pas tout défaire pour tout refaire. Donc le produit est pur et présenté de façon très sèche, sur du blanc et du noir, et il n'y a pas grand chose de dit. Mais en l'occurrence, c'est une bonne façon de commencer à travailler parce qu'on n'a pas à défaire tout un tas de pelotes rigolotes, joyeuses, mélange de machin ou d'envie ou de bidule parce qu'on était juste content, parce qu'on a voulu tout mettre dedans. Ça, c'est une des plus grosses erreurs, c'est de devoir tout mettre dedans. Donc c'est déjà fondamental dès le départ où on commence à concevoir, quand le produit est fini, qu'on va le balancer dans la forêt, mais comment il va s'appeler et qu'est-ce qu'il doit dire. Ce moment-là est déjà un moment important où le brainstorming en mode désinhibé n'est pas toujours le meilleur chemin pour compter sur ses pattes. Et du coup, c'est un exercice qu'on fait avec les startups avec lesquels on travaille, de reprendre pratiquement en fait, leur process depuis le début et vérifier, leur poser des questions nécessaires. Donc c'est un exercice que tout le monde peut faire finalement. Est-ce que vous êtes vraiment posé la question de votre marque à chaque étape et comment vous la posez? Juste pour vous donner quelques exemples en fait, de questions qu'on peut se poser justement. Au moment où on a l'idée, la question à se poser immédiatement qui va impacter la marque qu'on construit derrière, c'est quoi le rôle de mon produit ou de mon service dans la vie des gens. Et par exemple, si on prend Instagram, on ne sait pas si ça s'est passé comme ça, mais néanmoins, juste pour vous donner un exemple, quand on dit, on pourrait croire que leur rôle, ils se sont dit, c'est de permettre aux gens de faire des belles photos. Ça, c'est un rôle potentiel, effectivement. Évidemment, c'est assez pragmatique. Je ne suis pas sûre qu'il se soit dit que ça. A priori, il est possible qu'ils aient aussi pensé au fait qu'ils rendent les gens créatifs. Finalement, leur rôle dans la vie des gens, c'est de mettre les outils de la créativité dans leurs mains, et qu'au final, ce qui développe chez les gens, c'est la créativité. Et du coup, ça impacte complètement en fait, l'histoire que Instagram peut raconter aux gens et la relation qu'elle peut établir avec eux. Si on prend Restopolitan pour lequel on a travaillé, elle est venue nous voir avec mon service, c'est avec une carte avoir la possibilité d'avoir un repas déduit de chaque, un repas déduit. Non,
un repas offert à chaque repas, à chaque restaurant. Et du coup, nous, on lui a fait comprendre que son rôle, c'était pas un repas offert à chaque édition, parce que ça la rendait très comparable avec Groupon et La Fourchette, et donc comparable sur le prix, et donc jamais défendable, puisque les autres étaient clairement sur du low cost, et qu'en l'occurrence, elle n'était pas en mesure, en plus, de garantir la gastronomie, c'est pas elle qui contrôle l'assiette, et donc elle n'avait pas de contrôle sur ce produit-là. Par contre, elle avait une valeur ajoutée qui était la conciergerie, c'est-à-dire une qualification du restaurant liée à sa plateforme téléphonique et à ses advisors, on va dire. Et donc on a transformé, on dit, mais ce à quoi tu sers dans la vie des gens, c'est de mettre plus de restaurants dans la vie des gens. Parce que le restaurant n'est pas juste un moment où on mange, le restaurant est un moment où on vit des moments, comme par exemple, rompre avec sa copine, lui demander en mariage, faire un deal business. Et donc à la limite, c'est bien plus important que de savoir si on a des asperges à 50 € ou à 30 €. Et surtout, au lieu de s'adresser finalement à des consommateurs un peu radins qui étaient à la recherche de réduction, bah, du coup, elle bascule et elle valorise les gens en leur disant vous qui adorez la bouffe, bah, je vais mettre plus de restaurants. En fait, voilà, d'un coup, ça a piloté le storytelling de l'histoire qu'elle raconte. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est aussi le fait que, du coup, on a sorti d'une comparaison et d'une compétition dans laquelle elle aurait pu se battre tous les mois de façon différente et qui est très épuisante et qui demande beaucoup d'investissement. Puisque là, elle a quelque chose de nouveau et de différent autour de son offre qui nous permet d'arrêter de comparer brutalement sur des scrolls de prix et des scrolls de restaurants. Dans le crafting, évidemment, quand on parle de budget, c'est sûr que ça impacte directement l'histoire que vous racontez autour de votre marque. Je pense que là, le meilleur cas qu'on a eu, auquel on s'est confronté, c'était Scoopit. Sachant qu'avec Scoopit, on a fait, je ne sais pas si vous savez, c'est une plateforme de curation en ligne, en fait, qui à la base, quand ils sont venus nous voir, disait tout le monde peut publier des magazines en ligne hyper facilement, hyper jolis. Donc en gros, c'est le Pinterest du texte, pour la faire très très mal, on n'a pas le droit de faire ça, mais je le fais. Donc on scoop des articles, des textes, etc. Et ça nous constitue en fait une base liée à des thématiques de contenu textuel en fait qu'on regarde et qu'on peut partager avec les gens. Et nous, en fait, ce qu'on leur a proposé, c'était que étant donné qu'ils voulaient faire grossir énormément leur base de users, parce que c'était sur un objectif vraiment de nous, ce qu'on veut construire et ce qu'on veut faire grossir, c'est les eyeballs, etc. On leur a dit, vous n'utilisez pas du tout en fait le social et le fait de nourrir un écho et un écho social comme on peut le faire Facebook, Instagram, parce qu'ils se positionnaient que du côté outil. Bon, long story short, c'était pour dire qu'avec eux, on a énormément travaillé avec UX parce que on a refait en fait quasiment tous les wireframes de leur site, et donc toute la plateforme finalement. Fort heureusement, ça s'est bien passé puisque ça a marché, ça a augmenté énormément le nombre de users, mais ce qu'on a fabriqué en s'attaquant à UX, c'était de dire vous étiez un outil de curation, vous devenez un réseau social de curateurs. Et donc à partir de là, l'histoire qu'on raconte, elle est totalement différente. Et tout l'UX a été quasiment inversé en fait. Parce qu'ils avaient anonymisé puisqu'on était rentré par l'outil et le curator était en dessous. Nous, on a tout transformé pour qu'il soit l'entrée en fait de la plateforme. Donc, ils m'ont appliqué, il ne faut pas expliquer la démarche qui ont peur de la partie design et graphique, qui était rupturiste par rapport à l'humanité, mais l'application de la recommandation stratégique sur les wireframes leur a permis de gagner un certain nombre de users parce qu'ils ont utilisé le social et l'ego comme accélérateur de recrutement, et pas juste la mécanique naturelle, on va dire algorithmique, qui est liée à leur. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le droit de changer une fois qu'on se rend compte que peut-être il y a des choses qui n'ont pas été faites effectivement comme on voulait. En tout cas, qu'elle ne raconte pas parfaitement l'histoire de marque qu'on a choisie pour leur raconter. Bon, je vais passer plus vite, mais en gros, évidemment, quand on lance, si c'est le cas pour vous, une version bêta du produit ou du service, il y a la question de ce premier lancement-là, comment je fabrique, qu'est-ce que je raconte, comment je choisis bien les mots autour, est-ce qu'il y a des lignes que je vais raconter, c'est ce que fait Clarisse en RP aux journalistes. Enfin, il y a besoin quand même de cohérence, il y a besoin à ce niveau-là, effectivement, de verrouiller un discours parce que la première apparition en public, c'est sûr qu'elle va générer beaucoup de commentaires et du coup, ça va participer à ça, c'est assez pareil, nous on travaille beaucoup avec ça, mais à partir de après la version bêta, il y a tout ce qui est feedback user et toutes ces données magiques qui arrivent entre les mains en fait, comment ils ont reçu le produit, je m'attendais à ça, mais en fait, c'est pas du tout ça. Et en fait, c'est assez amusant comment finalement les startups, elles sont hyper des fois certaines de comment leur produit va être reçu et va être adopté, et comment elles sont des fois complètement déstabilisées par le fait que les gens ils voient quelque chose d'autre de génial, mais qui n'était pas du tout. Par exemple, ouais, par exemple, Bonefit.
Ils pensaient qu'ils s'adressaient qu'à des mecs jackass pour réaliser des challenges en photo. Enfin, vous allez voir, Il y a le gaming et la compétition. et en fait, ils se sont rendus compte en France qu'ils avaient une énorme base de users féminins qui juste adoraient se prendre en photo et jouer et l'envoyer à leur copine. Enfin, bref, c'est un exemple un peu basique. Et ce qui n'était pas du tout le cas aux US. Là, dans leur base d'utilisateurs américains, c'était complètement sur de la jackasserie. Après, à partir de là, ça leur a permis, et nous aussi, ça nous a aidé à les convaincre que ce n'était pas la seule histoire qu'ils pouvaient raconter, puisque ça avait été adopté d'une manière différente. Donc ça, c'est toujours bien aussi pour pouvoir piloter et continuer à nourrir son histoire de marque et à se poser la question sur son histoire. Bon, après, il y a d'autres affaires. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Et puis, il y a le moment où on décide de lancer officiellement et de le dire à tout le monde. Et là, il y a un truc hyper magique aussi, qui est la conversation. Et justement, les boîtes qui connaissent beaucoup dans le monde du digital, c'est ça qui a changé en fait énormément entre les marques qui naissaient dans des usines, dans le Mad Men, et les marques qui naissent dans le monde du digital et avec les potentialités que ça offre au niveau de la viralisation et de la conversation. C'est sûr que c'est un énorme sujet. Et que la manière dont on commence à nourrir cette conversation et qu'on met le faux dans les mains des gens, il ne faut pas avoir peur de laisser parler, il ne faut pas avoir peur de maîtriser un peu ça aussi. Donc à chaque fois, Et alors, Telling the World, c'est un exercice de synthèse et c'est pas du tout pour. Nous, on a trouvé ça hyper émouvant. C'est OneFit, quand on a raté la recommandation, ils sont partis en s'engueulant et en ayant hyper peur d'aller vers là où on leur disait. Ils sont partis un mois, ils ont fait leur produit, puis on a vu un produit complètement transformé suite à notre recommandation. Donc pour nous, là, c'était hyper émouvant. Mais pour certains d'entre eux, par exemple pour Job à Proximité, ils est venu nous voir, on a repositionné, on a fait le brief, et puis il y avait une opportunité de campagne print dans le métro. Et donc on lui a pondu 5 prints, et il a pleuré en fait, devant la création, parce que pour la première fois, il voyait en une image hyper simple, émotionnelle, non technique et tout, son produit, toute l'âme, enfin comme si ça devenait physique et réel. Et donc il était hyper touché parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a réussi à dire ce qu'il essayait de dire depuis un an, tout seul avec ses petites mains. Il y a une marque qui parle à sa place. C'est aussi le grand soulagement pour vous, c'est que souvent en tant qu'entrepreneur, vous prenez en charge en permanence l'histoire de votre marque. Mais il y a un moment, c'est comme un groupe de rock, et puis c'est comme une marque en l'occurrence. Elle va vivre sans vous et vous ne pourrez pas défendre contre tout le monde vis-à-vis de toutes les audiences. Si, mon produit il est trop super, et puis je raconte ça et ça. Donc il y a cette petite chose qui voyage sans vous, qui a un logo et qui est une histoire hyper synthétique. Et lui, il a été hyper ému parce qu'on avait réussi en une page à dire tout ce qu'il essayait de dire à tout le monde de façon hyper simple et intuitive. C'est vrai que pour Oslo, elle m'a fait dire, donc je suis trop ému de l'application. Donc c'est super chouette quand on voit le fait qu'un entrepreneur lâche un peu, commence à fabriquer quelque chose qui n'est pas que lui qui le porte de façon incarnée, et qu'on arrive en fait à raconter l'essence de l'idée et l'essence de ce qui vous a fait vous lancer dans cette aventure de la start-up, avec d'autres éléments que juste votre personne, votre produit. Dernière étape qui est de construire la communauté et de proposer en fait la relation avec les gens dont parlait Lionel. Là pareil, il y a la marque qui travaille tout le temps derrière, ça paraît évident, mais dans la tonalité que vous choisissez, dans le mode de relation que vous choisissez d'avoir avec les gens, ou pas d'ailleurs, la visibilité totale, si jamais vous êtes internet, ça marche aussi, mais donc c'est un choix hyper qu'il faut assumer jusqu'au bout parce que ça construit aussi la marque. C'est marrant, juste pour finir sur cette truc de la relation. La cinquième embauche d'Instagram, donc normalement, a priori, maintenant, on t'embauche un super bon ingénieur, tout ça. C'était justement un community évangéliste qui devait justement gérer cette relation avec la communauté, etc. Instagram, c'est typiquement c'est un bon exemple, c'est comment être une marque en dehors de tous les attributs classiques des marques, par des micro-détails comme ça. Et en même temps, c'est un mauvais exemple parce que ça ne se reproduira plus. Donc c'est pas la peine d'être Instagram. Non, mais la méthode, par contre, on peut s'en inspirer. En quoi le branding contribue à la réussite d'une start-up? Rapidement, il y a un truc qui nous est hyper important, et même dans la manière dont on va être amené à définir nos marques de start-up, c'est que le branding, c'est l'occasion de fixer un cap. C'est pas forcément l'occasion juste de synthétiser et de c'est aussi de dire à X temps, je veux avoir ce rôle-là dans la vie des gens. Et ce cap-là, qu'on fixe à travers la marque et qu'on formule à travers la marque, il va ensuite déterminer, il devrait ensuite déterminer l'ensemble de notre politique de développement, pas seulement sur un point de vue de com, mais vraiment sur comment on développe notre produit, comment on le développe. Il devrait lui donner justement une direction. C'est comme si vous mettiez une espèce de filtre. Oui, de filtre et de
colonne vertébrale qui vous permet, quand vous êtes perdu ou confronté à des problématiques différentes qui sont celles du business, ou du développement, ou de la levée de fonds, de toujours savoir en fait quelle est la ligne de conduite, parce que vous êtes quand même très l'itération et le pivot, ça peut vous amener aussi à pivoter beaucoup, puis alors là, à un moment, on fixe plus rien du tout. Donc c'est très important et c'est une dernière chose là, c'est important pour pouvoir connaître, mais voilà. Donc en l'occurrence, c'est très important d'avoir ça et ça vous permet, quand on est perdu ou sollicité, ou quand on a sorte d'une innovation, d'une sorte de produit, de toujours se demander à quoi on sert et quel est le rôle de ma marque, qu'est-ce que je peux faire comme objectif dans la vie. Nous, on a un exemple à l'agence qui est évidemment plus exactement une start-up, mais Air France, en gros, je ne sais pas, il y a 15 ans, comme ça, ils sont venus à l'agence et ils étaient pas prêts à industriel et tout ça. Et on est arrivé du coup avec cette baseline faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, et qui en fait a fixé le cap de l'entreprise entière. C'est plus seulement un cap de communication, c'est le cap de l'entreprise entière. Du coup, on en est venu à les conseiller sur l'ensemble de l'expérience Air France, dans les redesigns des sièges. La musique, dans les avions, etc. Donc comment une signature publicitaire devient en fait finalement le cap d'une politique de développement de l'entreprise. Et ce cap, justement, c'est aussi ce qui va distinguer une start-up d'un small business en fait. Je ne sais pas si vous connaissez Steve Blank qui explique justement cette distinction. Donc c'est un tech évangéliste dans la vallée, bref, il y a de nombreux soucis, mais et en gros, il explique tout précisément, c'est par la définition du cap qu'on va pouvoir distinguer une start-up qui va en fait fixer comme cap vraiment de changer les gens et d'un small business qui en fait est précisément un service dans la vie des gens, mais qui n'a pas vocation justement à transformer un autre avantage de la marque et du branding et de la réflexion sur la marque, c'était l'occasion de sortir de votre autisme de web entrepreneur. C'est un peu de manière violente, mais l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on pense la marque, on convoque l'utilisateur et on réfléchit à la relation entre notre produit et notre service et avec l'utilisateur. Et ça, c'est un truc, c'est un aller-retour qui nous semble nous fondamental justement pour sortir de on a la tête dans le guidon et en fait on n'arrive pas à comprendre vraiment la marque, enfin pour conclure sur pourquoi c'est génial de penser la marque à notre étape, c'est qu'elle permet justement de vous accompagner en tant que startup sur 4 étapes clés. D'abord sur la définition et le pitch du projet, donc là on est plutôt sur la cible des VC. Et on a déjà abordé cette idée, mais c'est comment est-ce que je passe du récit d'une idée un peu éthérée à comment est-ce que cette idée va rendre concrètement service dans la vie des gens. Et souvent quand on commence à parvenir à expliquer finalement à quoi je sers concrètement dans la vie des gens, les questions de savoir aussi comment est-ce que je vais être rentable et pourquoi est-ce que je vais exploser, et souvent on trouve ces réponses-là, alors que quand on est juste dans la définition d'une idée, définition d'une idée qui en plus ces derniers temps prend de plus en plus une mauvaise forme dans le sens je suis le Skype de Bibule, le Google de machin, le Pinterest de je sais pas quoi. Et du coup ça veut quand même bien dire qu'il y a un vide où on est sur une autre marque prendre en charge une définition, mais que nous on n'a pas trouvé en quoi on est une rupture ou en quoi on apporte quelque chose à ce moment-là. Et même nous on s'interdit de dire ça parce que c'est une vraie facilité pour expliquer vite, parce que c'est exactement l'exercice de marque, c'est-à-dire qu'il y a un cliché, une synthèse de une société de la machin. Mais nous, quand on rencontre des startups, on dit qu'il va falloir se débarrasser de ça et vraiment creuser l'utilité pour pouvoir la raconter de façon propriétaire et que la valeur elle soit notre profit et pas externalisée. Sur la deuxième étape de comment est-ce que je séduis mes premiers utilisateurs et j'émerge dans la jungle des concurrents, j'ai une idée sur comment est-ce qu'en fait la marque, comme vous allez faire quand vous allez expliquer votre service à un VC, comment est-ce qu'à votre place, la marque vient raconter justement ce service auprès de milliers, voire de millions d'utilisateurs. Typiquement, quand vous demandez à un dîner qu'est-ce que vous faites, vous êtes là, vous pouvez porter l'histoire et prendre 10 minutes pour raconter éventuellement le produit de votre idée. Mais dans l'espace-temps des gens, les points de contact qu'ils auront avec vous n'ont pas 10 minutes et puis ils n'ont pas vous, un être humain incarné avec des yeux qui brillent. Donc il y a quand même un enjeu à fabriquer quelque chose qui soit capable d'avoir l'impact que vous avez dans votre dîner quand vous rendez votre assemblée. Et quand vous n'êtes pas là, comment ça se passe? Comment ça se passe à une très grande échelle en n'utilisant pas vos références, parce que souvent, pour ceux qui, ça dépend de vous bien, mais c'est souvent des références personnelles, mais en faisant un chemin vers les gens, en utilisant ce qui leur parle à eux, pour leur faire comprendre à quoi vous servez. Et c'est
pour ça que Yannick disait tout à l'heure, on convoque en permanence le user, le client final, tous les vrais gens, parce que c'est les mots, leurs mots à eux qu'on doit trouver, et pas les nôtres, et les nôtres n'ont pas forcément du sens dans leur vie. Et enfin, sur une troisième étape de comment est-ce que je me consolide et je dure dans le temps, la marque, c'est l'occasion de vous défendre contre ces gens-là, par exemple, les requêtes internet, nous c'est un peu notre ennemi justement, et c'est un peu, quand on bosse sur la marque, l'impression qu'on a l'impression de protéger ces gens-là parce que on peut copier un UX, on peut copier une idée, on peut copier même une interface graphique d'un site web. Par contre, on ne pourra jamais copier la personnalité, enfin un peu intangible, la personnalité de marque d'un service. De la même manière, et la relation, ouais, même de relation. De la même manière, quand un Murdoch va racheter un MySpace, ou même probablement Yahoo en rachetant Tumblr hier, la marque Tumblr est a priori tellement puissante que ça défend le service Tumblr et les utilisateurs aussi du vampire vieillissant Yahoo. Typiquement, par exemple, pour prendre des références qui ne sont pas celles du web, aujourd'hui, vous pouvez racheter, c'est ce que je viens de faire de publicitaire, en l'occurrence, racheter Courrèges, qui n'avait plus rien, plus magasin, plus de fringues, à part la femme de Courrèges qui faisait des bagnoles, donc très très loin de ce qui est dit, à part le futur. Et avec tout ce qu'a fabriqué Courrèges comme marque, vous pouvez immédiatement relancer cette marque dans la minute parce que toutes les valeurs de marque, les relations à ce qui est proposé sont là, dans son logo et dans son histoire. Et moi, vous me filez Courrèges, ben, je sais à peu près qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, comment ça se raconte et tout ça. De la même manière que si moi je vais récupérer Volvo, je trouve que Volvo est très mal traité, il y a une telle valeur, il y a tellement d'histoire, c'est très facile de réactiver parce que c'est pour ça que ça coûte beaucoup d'argent Courrèges, parce que même avec rien, il y a un potentiel de dingue, accélérateur qui crée un territoire, un brief, des produits et une relation immédiate. Et du coup, ça introduit cette idée justement, et dont on parlait aussi tout à l'heure, qui est la protection des offres de marque, la faculté qu'elle nous offre de pivoter sans forcément perdre notre ADN. Si MySpace n'avait pas été une marque aussi puissante et importante dans la vie des gens, il est probable qu'ils n'auraient pas fait leur 10e reboot, quoi, en gros. C'est-à-dire qu'on arrive encore en 2013 à ressusciter MySpace dans la vie des utilisateurs. Et ça, c'est uniquement dû au fait que MySpace est devenu une marque qui fonde dans la vie des gens. Donc ça vous permet aussi, ça vous protège les erreurs que vous faites, ça vous permet d'en faire. Et enfin, sur un aspect plus positif, c'est que la marque, c'est aussi l'occasion de développer notre business. On pense ici à Virgin. Une fois qu'on a assis un capital de marque suffisamment tangible, il est tout à fait possible ensuite d'aller sur d'autres marchés et d'aller déporter justement la marque sur d'autres marchés pour les conquérir de manière beaucoup plus agressive et rapide. Par exemple, Evian s'est lancé dans la cosmétique suite au repositionnement qu'a fait l'agence sur la jeunesse. Quand elle était l'eau des Alpes, elle n'a pas eu le même impact et ça n'a pas donné un brief équivalent. Donc c'est le repositionnement d'Evian sur la jeunesse qui a permis de déployer toute la cosmétique d'Evian. Donc ça permet aussi de fabriquer des extensions sur la base d'une valeur et d'une croyance et d'un rôle, plutôt que juste sur un produit qui peut toujours être comparable ou trop rationnel. Et enfin, au moment où vous allez vendre votre startup, ce que Paris disait à propos de Courrèges et qu'on vérifie évidemment beaucoup sur le web, c'est que la marque, c'est aussi l'occasion de décupler la valeur de votre service, ce qui n'est pas négligeable. On peut parler de Courrèges, on peut parler d'Instagram, mais on peut aussi parler de Coca, dont en gros la moitié de la valeur est liée à ce patrimoine immatériel connecté à la question de la moitié. Ouais, c'est plus de la moitié. C'est surtout une citation de Coca qui a justement parce que c'est très dramatique de Coca qui a une amnésie au niveau monde que de perdre tout inutile dans une classe. Voilà, je pense qu'on peut finir du coup cette présentation avec quelques conseils pour gérer votre marque et votre stratégie de branding. Le premier, évidemment, c'est de prendre votre marque au sérieux, éviter au maximum les brainstorming rigolos pour définir votre nom ou votre logo, écrire votre cousin de gaming game, confier ça à des gens compétents, et surtout ne pas faire de distinction entre votre stratégie business et la stratégie de marque. À la manière d'Air France, il faut que votre marque et votre stratégie de marque fixent un cap pour l'entreprise. Même, je rajouterais, là, il n'y a pas un des quatrièmes membres du Startup Lab qui est un développeur, un ancien technologiste, Oracle, qui
entreprise d'hébergement connue, qui, avec lui, on en a discuté et on sait que même cette histoire de marque a une influence sur la stratégie de gestion des API. Donc, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut dire, comment on ouvre, jusqu'où on ouvre, qu'est-ce qu'on ouvre, qu'est-ce que ça dit sur ma marque ou pas. Oui, bien sûr, j'ai un intérêt à tout ouvrir parce que ça va accélérer, mais est-ce que ça ne va pas détruire, déporter, trop fabriquer, trop fragmenter l'essence même de mon projet de marque? En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est pas tant que votre cousin Pénigan, en l'occurrence, il est bon, il peut être très bon, mais pour qu'il soit très bon, il faut lui donner un brief très clair et lui expliquer vraiment qu'est-ce qu'on veut dire. Et ça, c'est un exercice difficile, et c'est un exercice difficile pour tout le monde, même pour les professionnels de la communication, de savoir briefer sur c'est quoi mon positionnement, à quoi je sers, qu'est-ce que je veux dire et comment je dois le dire. Et donc c'est pour ça que soit vous savez très bien faire ça et votre cousin il va être optimal, soit vous ne savez pas très bien le faire et vous avez besoin de cette maïotique et tout pour pouvoir les définir ensemble. Mais après, ça veut dire aussi que c'est un peu difficile, parce que nous on a tendance souvent quand on rencontre des start-upers, ils nous disent ouais, on va hyper vite, c'est super, on va hyper vite. On se dit ouais, c'est super, la hyper vite, mais après c'est speed, il y a un mur et puis il y a un crash quoi. Nous on est plutôt vraiment dans il vaut mieux parfois être calme et se poser 2 minutes, 3-4 questions pour accélérer, plutôt que d'aller nécessairement tout le temps hyper vite. Et donc, ce moment de la marque, qui est un moment pas très facile, c'est un moment de renoncement. Ça veut dire qu'on va faire de la stratégie, on va réellement de la stratégie et pas de l'opportunité business ou de la tactique business, parce que vous êtes sous des pressions, on va dire à court terme, qui fait que parfois vous faites des partenariats avec des gros qui peuvent détruire la marque parce que vous n'avez pas décidé jusqu'où vous allez dans le partenariat. Donc c'est un peu dangereux à terme, parce qu'il y a de l'argent, il y a un ticket derrière, c'est normal, vous êtes dans cette condition-là. Mais il faut parfois prendre le temps de se poser cette question de la marque et de sa stratégie globale dans les des gens, et donc business, et donc d'API, et donc de UX, enfin, tout ce que ça peut. Peut-être de renoncer à des opportunités immédiates, tacticielles, parce que ça va ramener de l'argent, pour éventuellement avoir une accélération plus forte, parce qu'on a quelque chose de plus solide et de maîtrise efficace. Donc, des gens qui pouvaient fermer en contrairement à l'inverse de Twitter ou sur cette partie en particulier de Twitter ou d'Instagram. C'est des choses vraiment importantes. Et par exemple, quand on dit start-up, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que ce n'est pas nécessairement une histoire de taille, parce que nous, on est prêt à aider des gens très gros. On sait qu'on a travaillé sur Spotify, on pense que c'est des gens qui sont encore des start-up dans la tech. Et quand vous réfléchissez même à SoundCloud, c'est des gens qui n'ont pas encore réussi à dire au marché à quoi ils servent dans la vie des gens. Est-ce que c'est le son du monde, ou est-ce que c'est une plateforme de musiciens qui transforme les sons et qui permettent à chacun de donner la profondeur du son dans la musique? Ils sont venus par les musiciens, et s'ils mettent trop de sons, qui font la réseau social de son, ils vont laisser des mamans mettre des bébés, des bébés, trouver ça trop super. Ils vont perdre donc du coup leurs musiciens. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que du coup la stratégie de storytelling de SoundCloud, qui pour l'instant est réduite à son mot un peu magique, elle n'est pas encore complètement définie, et quand vous lisez ce que dit Alison Berlin, par exemple, il passe son temps à dire je suis là où la musique se crée, se fait et scène, ou je suis la bibliothèque du son du monde. Et c'est quand même genre, enfin moi vous me dites ça, je ne fabrique pas du tout la même chose en termes d'histoire, en termes de relations, et je ne vais pas attirer du tout la même chose. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est pas un travail très facile, parce que c'est du renoncement, il faut faire le deuil, il faut faire le deuil de la tactique versus la stratégie parfois, mais ça n'empêche pas d'avoir les deux. Mais c'est aussi quelque chose de très sécurisant, parce que quand on a ça, on a quand même une colonne vertébrale un peu costaud, et dès qu'on est un peu paumé dans ces sollicitations tactiques ou business ou ces opportunités d'innovation, quand on se repose cette question-là, ça nous solidifie pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, à quoi vraiment on sert, et comment on garde un cap qui durerait plus longtemps que juste le présent. Une conclusion évidente, c'est de se poser, on en a déjà parlé, systématiquement à la question de la marque, à chaque étape de la création du service, et même à des étapes qui paraissent aussi techniques, que le contenu d'un UX ou le retour, enfin le feedback des premiers users, etc. À chaque fois, en fait, il y a une question souterraine de la marque qu'il faut se poser et à laquelle il faut répondre sur chacune de ces étapes qu'on a listées tout à l'heure. Enfin, et ça c'est un peu notre conclusion au Startup Lab, c'est qu'il y a moyen aussi de créer une marque et d'émerger et d'impacter dans la vie des gens en étant marge, c'est-à-dire avec pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens. Il ne faut pas forcément avoir le complexe et le fantasme de tant que j'ai pas fait mon spot de 30 secondes à 1 million d'euros, je ne suis pas une marque. C'est évidemment. Et par exemple, je sais que pas mal de régies publicitaires de télévision mettent des concours en place, ou peuvent vous donner l'opportunité d'avoir accès à tel ou tel truc. C'était le cas par exemple pour Signifique qui a pu négocier avec le métro un espace. Si justement
justement la question de la marque, elle n'est pas posée au moment où vous allez vraiment sortir du bois dans le grand public. Vous pouvez vous retrouver à faire un truc trop vite, trop rapidement, un peu brouillon. Ça va vous donner l'impression d'être vu très fort parce que vous êtes un billboard sur TF1, mais what the fuck quoi. Juste vous êtes passé sur un grand média, merci, bonsoir, un grand média qui ne répond peut-être pas à votre cible, un grand média qui rassure peut-être vos ici parce qu'ils disent ah TF1 c'est super, mais en attendant, à quoi ça a contribué? Est-ce que ça va même un peu détruire des choses? Est-ce que ça vous a obligé à aller trop vite à certains égards? Donc il faut faire attention à ça parce que c'est pas un enjeu de coût, c'est un enjeu de toujours être dans le sens et dans la rapidité, dans la rencontre surtout avec votre cible et que les gens qu'on puisse mettre votre produit entre les mains des gens de façon qualitative et durable. Et pour conclure, et ça c'est un conseil qu'on pourrait aussi bien donner à vous qu'à quelques jours, c'est il ne faut pas hésiter à bégayer. Et en fait, c'est l'idée il faut prendre conscience que dans l'économie de l'attention, où les gens sont sans cesse sollicités par des tas de messages, etc., il est important d'asséner systématiquement le même message. C'est aussi pour ça qu'il est important de formuler une bonne fois pour toutes, pour ensuite le répéter sans cesse auprès de ses cibles. On finira sur cette magnifique citation de YouTube qui avait été hyper critiquée au moment de la sortie de son nouvel album. On lui a dit mais en fait vous êtes en train de refaire du YouTube, et il avait justement expliqué que dans un contexte justement de foyer négatif où les gens étaient sans cesse attirés par des nouvelles choses, etc., il faut sans cesse répéter pour se faire entendre. Et de la même manière, vous pouvez sans cesse répéter qui vous êtes, à quoi vous servez dans la vie des gens, pour vous faire entendre de vos consommateurs et de vos users et de vos prospects. Par exemple, on prend une marque qui est très forte en pays, Nike, une marque qui a prôné la performance. Ça, c'est sa stratégie. Ensuite, tactiquement, comment elle déploie cette idée de la performance sur des cibles différentes. Quand il a fallu d'aller voir les femmes, quand il a fallu d'aller voir les snowboarders ou les skateurs, qui ont très loin de cette idée de la performance, il a fallu pas arrêter de dire la performance, il fallait continuer à rester là. Il fallait trouver une façon de le dire. Et on ne parle plus comment on raconte cette histoire auprès des femmes, comment on raconte cette histoire auprès des skateurs, des joggers, etc. Donc l'idée d'enfoncer le clou, c'est un truc aussi important parce que la culture d'itération et du pivot nous fait beaucoup changer. Parfois, c'est vertueux et c'est l'occasion de vous raconter la bonne histoire de marque. Parfois, c'est assez structurel. Mais parfois aussi, il faut se dire, quand tout change, la chose qui ne change pas, c'est justement ma marque. Et c'est parce qu'elle ne change pas qu'on ne crée pas de bruit dans la relation qu'on a, que le produit peut changer, peut s'adapter, parce qu'il est resté stable, on sait toujours pourquoi il est là et à quoi il sert. Alors, moi je suis convaincue, là, sur l'intérêt de la marque, sur les bénéfices que ça peut avoir, sur le fait qu'effectivement, quand on est en création de start-up, on est venu pour un milliard de raisons, sur les opportunités, sur l'aspect humain, les états, etc. Il y a un truc au départ qui était on essaye de trouver des business models pour fonctionner avec les start-up, parce qu'une levée de 500 000 €, malheureusement, il y a beaucoup de coûts variables, mais tout ce qui est fixe, il va falloir archi justifier. Donc, comment vous fonctionnez financièrement? Quels sont Alors, en fait, il y a souvent un problème financier que l'intérêt de la marque, il y a plus de gens et d'une agence et de la vôtre. Je pense que tout le monde en est conscient. C'est vraiment après une histoire de rencontre. C'est vrai que le fait de créer une structure dédiée aux startups, je pense que c'est intéressant. Il y a vraiment pas de budgétaire qui est carrément regardé pour les startups. Même avec ma vie, on peut dire à un moment donné combien je mets dans ce travail-là, plutôt dans l'acquisition client. Alors, je vais vous raconter. En fait, on a un process qui est exploratoire à l'état et qui fonctionne, mais qui peut s'adapter quand on essaie souvent de ne pas tomber dans des habitudes trop fortes. Enfin, pour l'instant, ça fonctionne. Les rencontres qu'on a avec les startups, elles commencent par quelque chose de gratuit qui n'est jamais offert gratuitement à personne sur Terre. Donc, c'est pour ça qu'il y a un pacte relationnel de rencontres sur lequel, dans cette partie gratuite, on vous demande un retour immatériel de réputation, de créditer ce qu'on vous a apporté, de networking, etc. Cette première partie, c'est le retour stratégique. Vous venez nous voir, donc ok, on s'intéresse à votre business, à vous, c'est cool. On passe 2 heures avec vous, on vous bombarde de questions, mais aussi
technique que financière que personnelle, c'est-à-dire mais pourquoi tu as fait ça, et vraiment on va chercher très très loin, c'est vraiment de la psychanalyse quasiment. Ensuite on vous laisse à peu près 2 semaines et nous, sur la base de ce que vous avez dit vouloir être et de ce qu'on a compris de votre produit et de vos objectifs business, on revient vous voir et on vous fait une présentation de 2 heures sur, par rapport à ce que vous avez dit, qui vous êtes et le marché et les gens. Voilà ce qu'il faudrait dire et voilà le positionnement de votre marque, donc on synthétise tout ce que vous avez dit. On aboutit souvent, il se trouve, parce que ça va vite, à la création, parce qu'on aboutit souvent à une signature de marque en général, parfois même à des mood boards, en tout cas des incarnations, on va dire, créatives. Et ça, cette partie-là, on l'offre. On l'offre, c'est pour ça aussi qu'on fait une sélection, parce que si on offrait à toute la place de Paris, ben, on serait mort, je pense, on serait pas très bon à la fin. Donc on l'offre, mais ce qu'on demande déjà à cette première étape, c'est si vous arrêtez là et que vous prenez notre recommandation en compte, et vous allez l'appliquer d'une manière ou d'une autre. Une crédité dans la participation en fait, de la fabrication de votre marque sur votre site, dans les interviews et tout ça. Donc toute la valeur immatérielle, c'est le minimum syndical qu'on demande dans cette relation. Et par exemple, pour le cas de OneFit, c'est ce qui s'est passé. Donc on est crédité sur l'application sur l'iTunes Store, enfin sur l'App Store. Ils nous ont mis en relation et ils nous envoient des gens et on travaille ensemble comme ça. Ça nous permet d'être crédibilisés juste en tant que partenaire de cet écosystème et en valeur immatérielle de réputation pour BFC. Ça, c'est la première valeur immatérielle. Mais ce qui se passe en général, c'est que la plupart d'entre vous veulent aller plus loin, parce qu'ils ont juste vu un positionnement et une signature, et on leur dit ben, on peut continuer à voir quelle forme ça peut prendre, quel impact concrètement créatif ça peut avoir sur votre marque. Dans ces cas-là, ce qu'on met en place, c'est on vous propose, parce qu'on a des gens très forts et qu'on a réduit le temps de travail, en fait, des process de travail beaucoup plus courts que d'habitude dans une agence, de faire un workshop où on passe une journée ensemble, nous on a travaillé en général 3 jours avant, pour que vous voyez justement l'impact de cette stratégie qu'on vous recommande, de ce positionnement sur votre marque, donc soit sur quelque chose qui existe déjà, parfois le produit, donc sur ce qu'on a travaillé à la plateforme, soit juste sur sa partie médiatisation, ok, qu'est-ce qui se passerait si on développe une campagne ou si on développe une application. Et donc ça, c'est payé autant homme. C'est payable pour vous autant homme, parce que justement, c'est ce qui est un peu dingue, il ne faudrait pas trop dire à tous nos clients, c'est les meilleurs couteaux entre guillemets de l'agence. Il faut les meilleurs pour pouvoir travailler très vite, donc dans des délais très très courts, et vous payez tant homme de gens qui ont passé chez BPC. Ça va de 10 000 à 25 000, donc ça dépend complètement. Souvent, moi je dis aux startups, on a une startup qui nous a fait cette exemple, on a dit non cet hiver et ils sont revenus et ils ont demandé à 3 freelances, donc ils ont dépensé 12 000 €. Et s'ils avaient demandé tout de suite avec nous, ils seraient arrivés à une qualité différente, supérieure et stratégiquement maîtrisée, parce que c'est quand même comme ça notre boulot. Donc en fait, c'est des coûts qui sont quand même envisageables et avec lesquels en général vous sortez avec des logos, avec des idées d'application, ça va jusqu'au wireframe, enfin, ça dépend, c'est toujours prototypé en fonction de la problématique. Et ce qui se passe en fait en général, parfois, c'est que quand on a fait cette production créative et que vous voyez, ok, ma marque elle veut dire ça, ça prend cette forme-là, ok j'ai compris, j'ai quelque chose de structuré. Quand il faut déployer d'un point de vue production, là, ce qu'on propose, c'est que vous trouviez avec nous un arrangement business qui nous permette de retomber sur nos pattes en termes d'investissement homme, que vous ayez quand même une partie production, par exemple dans le cas de Metropolitan, donc il y a à peu près 3 mois de développement pour le développement de l'appli. On a fait tous les wireframes, toute la rédaction, toute la direction artistique. Et en fait, elle a externalisé, elle, le développement parce qu'elle a des coûts, soit parce que les startups peuvent le faire même, soit parfois elle a des partenaires moins chers que nous et on y laisse faire, on garde juste le contrôle de la qualité. Et sur la base de ces temps hommes de ces 3 mois, on lui a demandé de trouver un deal. Et le deal qu'il nous a proposé, c'est à partir du moment du lancement de l'appli, chaque nouvel abonné, le premier mois de chaque nouvelle subscription abonné, est au profit de ETC. Donc on a fait ensuite un business plan pour voir, et ça on est en train de développer ça de façon différente avec chacune des startups, parce que les business models sont tous différents. Et c'est là où je vous dis que c'est prototypaire aussi pour nous, parce que ça nous oblige à trouver des business revenus qui sont complètement différents. Tout le monde est content à l'agence parce que les créatifs personnes travaillent différemment. La direction financière s'amuse en disant ça va, on arrête de faire juste des négos avec des contrôleurs de gestion et sessions de poker pas très marrantes. Donc tout le monde, puis il y a une franchise, par exemple pour Stéphanie de Recruitment, ça se fait avec le directeur français, tout le monde est content. Ouais, vous avez monté un nouveau business. Exactement. Donc à chaque fois, on redéfinit en fonction de votre business model à vous. Si c'est de la scalability, ben c'est ça, c'est le nombre de users. Si c'est le nombre de forfaits, c'est ça. Ça dépend, ça peut être n'importe quoi.
Mais ce qu'on vous demande aussi, parce qu'on a besoin d'apprendre de vous, c'est de revenir à. Des fois, on a des idées, mais des fois, c'est vous qui pouvez avoir des idées, et on arrive, bon an, mal an, à réussir à produire des choses intéressantes. Nous, on a un intérêt exploratoire, comme vous disiez. On a un autre intérêt aussi, parce que c'est permet de dire pourquoi on fait ça. Avec vous, on peut sortir des objets publicitaires qu'on n'arrive pas à faire à nos clients, soit parce qu'ils n'ont pas dans l'enveloppe budgétaire, soit parce qu'ils ont peur et qu'ils ne savent pas comment ça marche. Donc ça nous permet, nous, de continuer à explorer créativement des nouvelles choses. L'appli de Restopolitan, c'est la première appli business pure qu'on va sortir à l'agence, et puis on va le revendiquer, on est hyper content. Donc du coup, c'est vraiment une histoire de deal et tout. Après, la question qu'on nous pose souvent, parce que là, avec Resto, ça fait, et même avec KissKiss, ça fait 4 mois d'histoire ensemble, donc on dépasse le temps de la sélection du printemps-hiver-automne, donc on commence à rentrer dans une relation, c'est comment on va faire quand ça dure, est-ce qu'on devient un partenaire. Nous, on ne veut pas vous faire basculer immédiatement dans les systèmes d'agence qui sont des systèmes, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est des systèmes de je paye à l'année une équipe, un temps homme avec des honoraires avancés sur les investissements médias, qui a des grosses dérives parce que ça veut dire que les clients considèrent qu'ils nous voir tous les 4 matins pendant des heures et on ne fait plus trop notre travail, donc ça nous permet en fait de trouver des solutions. Et l'autre chose qu'on fait aussi, c'est qu'on organise, parce qu'en fait il y a pas mal de services qui peuvent être intéressants pour nos marques, à nous, nos clients à nous, donc Canal+, Air France, Ibis, tout ça. Et donc, en l'occurrence, on organise la relation en mettant en vous, pas juste en tacticiel, parce qu'on a vu plein de startups faire des deals avec des gros, mais ils se faisaient écraser, donc pas tacticiel, mais vous êtes protégés par nous, parce qu'on protège la valeur de la startup. Et on fait des deals avec nos clients, et en général, les startups, en tant que porteur d'affaires, nous donnent 10% du deal. Mais ça, c'est aujourd'hui, après un an, ça prend cette forme, et on espère justement explorer vraiment des nouvelles façons de faire. C'est marrant parce qu'on est aux États-Unis, je suis représenté le KissKiss Startup Hub à New York, encore dans la vallée, mais il n'y a pas du tout de modèle comme ça, il n'y a qu'une autre agence dans le monde qui fonctionne exactement comme ça. Puisque la plupart des gens, si je peux vous dire sur le business, la plupart des agences prennent des equity dans les startups. Nous, pour l'instant, enfin, peut-être qu'on le fera, mais pour l'instant, on n'a pas voulu parce qu'on veut garder notre ADN aussi à nous et pas être jugé parti immédiatement. Et puis, on n'a pas encore une structure financière suffisamment forte, on n'a pas une enveloppe pour investir comme ça. Enfin, pour rentrer dans ce type de business, donc l'agence n'est pas prête à ça non plus. Donc voilà, pour l'instant, on est sur ce business qu'on explore avec vous. On va parler de la protection des startups vis-à-vis potentiels. Enfin, comment on dit de les protéger de startups Justement, par exemple, justement, quand c'est directement Restopolitan qui travaille avec Air France, qui travaille nous, on a créé une marque avec Restopolitan, avec un positionnement, une signature. Donc dès qu'on sent dans la relation, Air France va abîmer le storytelling de Restopolitan, on bloque le truc et on lui dit qu'il ne faut pas qu'il aille comme ça, ou alors on transforme créativement pour que ce soit au bénéfice de la marque Restopolitan au bénéfice de la marque Air France. Parce qu'on est toujours en relation, c'est nous qui mettons les gens en relation. Ça, c'est pour nos clients à nous. Après, c'est ce qu'on voulait vous dire, c'est que pour certains d'entre vous, il y a des. Vous mettez dans le cas Sophie, qui est donc un outil de curation, il a mis à disposition de la Poste, de plein de marques différentes, et à chaque fois, la Poste a transformé le logo de Scoopit ou le storytelling. Et donc, si vous tapez Scoopit et que vous rentrez par ces marques-là, il y avait 4 Scoopit différents. Si ils avaient été avec nous, on a dit les guidelines d'utilisation de ta marque, tu travailles avec la Poste, tu travailles avec Orange, avec n'importe qui, c'est celle-là, tu dois les protéger. Sinon, à la dixième partenariat, ton truc devient une espèce de truc hybride et protéiforme et informe qui n'existe plus. Quoi. Et c'est nous fait. Donc déjà, juste le fait que ce soit les trucs qu'on livre aux startups, c'est pas après juste un logo et tout ça, mais c'est une plateforme de marque, des guidelines sémantiques, des guidelines d'identité, tout ce qui fait qu'on peut vous laisser normalement partir tout seul avec vos petites ailes. Vous avez 3-4 squelettes qui vous permettent de vous protéger quand on vient essayer d'abîmer un petit peu votre marque à vous. On a besoin d'être gros pour être une marque, mais c'est français. Voilà. Oui, donc c'est ce qui nous permet de faire des partenariats avec d'autres marques. Oui, typiquement. Comme on a fait avec Princesse Tam ou Claude Pierrot et Restel qui commençait à être Vous avez une question? Ça peut sembler utile. Et quand vous dites
compliqué, où il doit y avoir en fait vraiment des communications différentes. En fait, on me pose souvent cette question. Moi, j'ai tendance à dire que dans un monde sans silo, après, ça dépend votre audience et le service et la spécificité du service. Mais quand même, c'est une audience B2B, par exemple, il y a des gens et des users avec peut-être des intérêts qui sont plus professionnels, mais il y a quand même des êtres humains devant qui vont choisir. Donc il y a un storytelling qui doit être à côté. Sur le B2B, B2C, en fait, on a tendance à nous essayer de dire qu'il faut d'abord construire la marque globalement et pas la tordre en fonction de ces deux audiences-là. Et puis souvent, le monde est un monde à trois bandes et quelle est ta cible alliée? Est-ce que tu peux utiliser chez le C pour influencer le B? C'est ça qu'il faut prendre en compte en fait. Donc c'est du billard quoi. Et il faut comprendre que nous, les planeurs stratégiques, on décolle tout le temps très très haut, on a une vue géographique du truc pour voir où sont les points de contact, les systèmes d'accélération, et on essaie de passer dans le détail. Et donc pour une marque, j'ai tout le temps pensé qu'il vaut mieux se demander qui je suis, à quoi je sers globalement, et ensuite d'adapter tactiquement en fonction des sites. Mais le B est souvent influencé par le C, et c'est lui qui a la puissance d'influence aujourd'hui, et c'est aussi un super espace d'accélération. C'est-à-dire que si tout d'un coup la masse vous adopte, vous a identifié ou vous reproduit votre storytelling, bah le B, il n'a pas d'autre moyen que de. Il l'a entendu parce qu'il a lui-même été à un moment où. Pour une startup justement qui n'a pas encore levé ses 500 000 euros, parce que souvent je pense qu'on arrive à ce niveau-là, on a bien un site web, moi je suis dans la web, on peut avoir un site web, un nom, un logo. Hormis un peu les questions se poser de qui je suis, le dessert et qu'est-ce que je fais. C'est pas des questions faciles à répondre. Si on fait l'exercice, tu vois, c'est pas des questions à se poser. Mais est-ce qu'il y aurait des conseils particuliers justement pour cette étape du tout début en fait? Parce que par exemple, je sais pas, moi cette année j'avais une idée de service, je me suis dit est-ce que je cherche un nom d'abord ou est-ce que parce que je pense beaucoup on l'approche, maintenant je vais d'abord construire le produit, puis dans 6 mois, si j'arrive à lever des fonds, tout le monde me pose la question de comment on appelle vraiment ça. En fait, je pense que c'est super concomitant. Parce que quand tu vas te retrouver à raconter dans la baisse de fond, il va falloir que tu sois quand même dans un exercice de synthèse. Enfin, il faut que c'est quand même une forme, tu vois, il faut que ce soit quand même. C'est ce qu'on a vu, c'est que c'est souvent concomitant. Après, il ne faut pas non plus être violent avec soi-même, c'est qu'il y a possibilité aussi de pivoter, même sur le storytelling et sur le branding. C'est pas une espèce de religion qu'il faut suivre toute la vie, parce que votre produit bouge. Et même des fois, pas mal de startups qui passent du B2B, ça fait quand même bouger ou qui renverse complètement leur offre. Par exemple, QNB, c'est un bon exemple. Mais ça fait qu'il faut reconfigurer quand même le positionnement de marque et son storytelling. Je pense que c'est intéressant de. En fait, c'est intéressant quand tu parles de ton produit parce que si tu fais cet exercice-là, ça t'oblige de sortir